Fresh Style Studio présente le podcast de l'Odyssée des métiers du futur. Nous traitons des innovations et de leur impact sur la société et sur les métiers. Nous recevons des experts pour éclairer les transformations induites par ces innovations. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Euzet, CEO de Switch Energy. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Nicolas, est-ce que tu me présenterais déjà en quelques mots ton parcours ? Depuis 25 ans, je suis dans le domaine de la tech pour trouver un point commun avec tout ce que j'ai pu faire. Donc différents domaines de la tech, deep tech même en général, avec d'abord un profil de financier qui a évolué vers des fonctions plus de management, de développement corporate, de développement business. Et puis à la fin de la journée, je suis devenu moi-même entrepreneur, créateur d'entreprise, de start-up comme on dit. Donc voilà, background financier d'abord, j'ai fait beaucoup de financement de tout type, des introductions en bourse, de sociétés que j'ai pu développer en France, en Europe, aux US. Et j'ai aussi fait moi-même un peu d'investissement, un peu de venture à un moment, quoi. Mais ma vraie passion, c'est d'être sur le terrain, de jouer le jeu, d'être dans l'équipe et donc de développer des projets avec une grosse composante technologique, quoi. On m'a dit que tu avais une vocation d'ingénieur contrarié. C'est pas faux. J'ai d'abord une croyance qui est que la technologie et l'innovation éclairée peut avoir de l'impact. Alors le mot est un peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais peut changer les choses. Et en général, c'est vrai que dès que je vois quelque chose qui ressemble à de l'innovation, à de la science, quelque chose de nouveau, j'ai les yeux qui brillent. Je trouve ça assez extraordinaire. Dès que je suis dans un laboratoire, j'ai l'impression d'être avec des sachants qui peuvent m'apprendre quelque chose et surtout qui peuvent nous apporter quelque chose. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Blue Energy. Comment est-ce que tu définirais ce qu'est la Blue Energy et qu'est-ce qu'elle peut changer aujourd'hui dans notre société, avoir de l'impact, comme tu le disais tout à l'heure? Première question, la Blue Energy, qu'on appelle aussi parfois l'énergie osmotique ou qu'on peut appeler parfois l'énergie des gradients de salinité. C'est une énergie qui se génère naturellement quand de l'eau douce et de l'eau salée se rencontrent. Quand on regarde en détail, quand de l'eau douce et de l'eau salée se rencontrent, c'est l'osmose, c'est le mélange. Et ce mélange, si on regarde à l'échelle, on va dire de l'infiniment petit, en fait, c'est les ions du sel qui bougent. C'est de l'énergie. Et donc l'énergie osmotique, cette énergie de mélange, on la rencontre, elle est présente naturellement dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète, et puis dans plein d'autres circonstances, dès qu'il y a deux flux d'eau avec des niveaux de salinité différentes. Quand on parle de Blue Energy, on parle de l'énergie osmotique des deltas et des estuaires en général, l'énergie osmotique naturelle. Donc Blue Energy et énergie osmotique, c'est la même chose. Même chose aujourd'hui. C'est la même chose. D'accord. Donc tout ce qui est barrage, etc., ne sont pas considérés comme de la Blue Energy? Non, alors les barrages, c'est de l'hydroénergie. Et puis, si on regarde la chaîne, des énergies qui sont liées à la mer ou à l'eau en général. Ouais. Les deux grands thèmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'énergie hydraulique, je vais revenir, donc c'est l'énergie des barrages. Et puis, on parle depuis quelques années d'énergie marine, qui sont utilisées, les courants marins, etc. L'énergie osmotique, c'est autre chose. C'est plus proche de l'hydraulique dans le sens où on est dans le cycle naturel de l'eau. À la fin de la journée, tout ça, c'est l'énergie du soleil. Par l'énergie solaire, l'eau des mers s'évapore. Donc elle monte, ça fait des nuages, et puis ça revient sur Terre, et puis il pleut, et ça redescend vers la mer. Ça, c'est le cycle immuable permanent de l'eau, quoi. On sait utiliser ce cycle pour faire de l'énergie hydraulique. On utilise, quand l'eau redescend vers la mer, dans les deltas, les fleuves, on utilise l'énergie cinétique du fleuve pour entraîner des turbines, c'est l'énergie hydraulique. Mais ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est quand l'eau monte, elle ne fait pas que monter, elle se dessale aussi. Donc l'eau qui monte, elle est douce. Et donc le deuxième effet qui se coule quelque part, c'est que dans ce cycle de l'eau, non seulement on a la cinétique de l'eau qui descend et qui permet d'entraîner des turbines, l'énergie hydraulique, c'est de l'eau douce qui descend et donc on a en permanence cette rencontre qui se fait entre de l'eau douce et de l'eau salée. Et c'est là que se trouve l'énergie osmotique. Alors c'est imperceptible. En fait, quand on regarde ça en détail, l'eau dans les deltas et les estuaires est légèrement plus chaude que dans la rivière ou dans la mer de l'autre côté, parce que finalement cette énergie qui est très diffuse dans le delta ou dans l'estuaire, elle se dégage de façon thermique. On parle de dixièmes de degré, donc c'est totalement imperceptible par l'homme comme ça, quoi. Ah, c'est quelque chose que je connais bien personnellement, on appelle ça les eaux saumâtres. Exactement. Dans lequel on fait l'élevage d'huîtres, l'ostréiculture, puisqu'elle est riche en plancton. Exactement, quoi. Du coup, il y a un potentiel, en tout cas énergétique. Et comment vous avez eu l'idée de pouvoir exploiter le potentiel énergétique de ces eaux saumâtres? C'était la deuxième partie de la question tout à l'heure. L'impact de l'énergie osmotique, c'est une énergie qui est totalement naturelle, puisque c'est ce cycle de l'eau immuable qui existe depuis toujours. Et c'est une énergie qui est massive. À l'échelle de la planète, on l'a déterminé, on étant les industriels, les universitaires qui travaillent sur le sujet,
qu'il y a à peu près 30 000 TWh d'énergie osmotique qui se libèrent chaque année dans les deltas et dans les estuaires. Alors, ça parle pas forcément à tout le monde, 30 000 TWh, mais c'est un peu plus que la consommation d'électricité de la planète chaque année. Donc, c'est une source d'énergie qui est massive à l'état naturel. Et au passage, si on rajoute les autres formes d'énergie osmotique, on peut multiplier ce chiffre par 3. Donc, c'est un potentiel gigantesque qui aujourd'hui n'est pas exploité. Je vais expliquer pourquoi. Et on estime que si on se projette à 25-30 ans d'ici, on a souvent en tête le 2050, qui est un peu l'objectif net zéro, on pourrait faire 15% de l'électricité de la planète avec l'énergie osmotique. Et donc, l'énergie osmotique va devenir un nouveau pilier de la transition énergétique parce que c'est une énergie qui est renouvelable, ce cycle de l'eau, qui est totalement décarbonée et qui est locale au passage. Et aujourd'hui, les enjeux de souveraineté énergétique sont tels que des sources d'énergie locales sont très prisées. Et puis, elle est permanente. Tant que de l'eau coule dans la mer ou dans l'océan, il y a de l'énergie osmotique disponible. Et une des grandes limites des renouvelables dont on nous parle toute la journée, l'éolien et le solaire, qui ont certainement un rôle dans la transition énergétique, c'est justement l'intermittence qu'on n'a pas avec l'énergie osmotique, qui permet de développer une nouvelle génération de sites de production d'énergie, des sites flexibles, qui peuvent produire l'énergie, ce qu'on appelle en base, c'est-à-dire 24 heures sur 24, ou en pic, quand il y a des besoins. C'est une énergie qui est très, très flexible, quoi. Pour répondre à l'autre partie de la question, nous, on n'a pas inventé l'énergie osmotique chez Switch Energy. C'est là depuis toujours, mais ça fait plus précisément depuis les années 50 que des industriels, des universitaires cherchent à mettre au point la technologie permettant d'exploiter l'énergie osmotique pour faire de l'électricité à grande échelle. Il y a plusieurs générations de technologies qui ont été testées, mais elles ont toutes un point commun, ce sont des technologies de membranaires comme on dit. C'est-à-dire que le cœur du système, c'est une membrane. Et aujourd'hui, ça n'a pas émergé parce que les membranes disponibles, pour faire simple, étaient jusqu'à Switch Energy peu efficaces, ce qui veut dire beaucoup de surface de membrane à mettre en jeu, et surtout très très cher. Et donc l'équation fonctionnait pas. Donc conceptuellement, même plus que ça, il y a des tests qui ont été mis en place, ça marche, mais c'était beaucoup trop cher à déployer. Et donc il fallait une rupture technologique pour casser ce plafond de verre et permettre un déploiement à grande échelle. Et justement, cette rupture technologique, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? C'est-à-dire en quoi vous, chez Switch Energy, vous avez capté une innovation et une technologie qui permet d'apporter une rupture par rapport à ces enjeux justement de produire de l'énergie avec ce potentiel de l'osmotique? D'abord, nous, on a une démarche scientifique à la base. On a créé Switch Energy avec Pascal Lemillinaire, Bruno Mottet et moi-même. Et Pascal et Bruno ont tous les deux des gros backgrounds scientifiques, académiques. Et c'était ce qu'on cherchait. On cherchait, pour exploiter l'énergie osmotique, on cherchait de la rupture technologique parce qu'on sentait bien qu'il fallait reprendre le sujet par le cœur. Et je dirais que toutes les expérimentations qui ont été faites jusqu'à présent, il y aurait de la nuance à faire, mais étaient plutôt une approche d'ingénierie d'assembleur. Quand nous, on a une approche d'innovation au cœur du système. Et donc pour faire ça, en anglais on dit on a scouté de la technologie dans les labos européens, français, etc. Alors scouter, c'est quoi? On a cherché, on est allé voir des scientifiques, des labos, pour regarder un peu ce qui se faisait. Vous avez investigué, recherché. Voilà, exactement, quoi. Et il y a une dizaine d'années, en fait, en 2014, on est tombé sur une publication dans le journal Nature d'un scientifique français qui s'appelle Lydéric Bocquet. Lydéric est un des grands physiciens français, le spécialiste mondial de la nanofluidique. Et Lydéric et son équipe avaient découvert que avec des nanotubes d'un matériau très particulier, il arrivait avec des gradients de salinité à générer des courants gigantesques. C'était le titre de son article. À l'époque, en tout cas pour moi, tout ça c'était totalement incompréhensible. Mais pour Bruno et Pascal, j'allais dire, allumer une petite lumière sur le thème, tiens, si on arrivait à monter ce truc-là à l'échelle, on pourrait peut-être craquer le système. À l'époque, Lydéric Bocquet était en Amérique du Nord et Bruno est parti passer quelques jours avec lui là-bas pour comprendre un peu ce qu'il y avait derrière. Et c'était un peu le premier moment Eureka de Switch Energy, quoi. Hein. Enfin, d'ailleurs, Switch Energy n'existait pas à l'époque, hein, mais sur le thème, on pourrait faire quelque chose avec ça. Alors, je vais essayer
d'expliquer en 2 mots parce qu'évidemment, c'est de la nouvelle science. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on met en jeu chez Switch Energy de la science extrêmement récente. Ça fait une grosse dizaine d'années que ce qu'on appelle la diffusion nano-osmotique, qui est le phénomène scientifique qu'on met en œuvre, a été observé, découvert pour la première fois. Et tout notre enjeu chez Switch, pour y revenir, c'est de passer de cette science très fondamentale, de la science des paillasses, à une solution industrielle à grande échelle. D'ailleurs, c'est ça qui est assez génial. Oui, c'est vraiment une recherche fondamentale. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, dont on fait de la recherche, dont on ne sait pas quelles seront les applications, et vous allez faire plutôt la capacité à aller chercher cette innovation et à lui donner une forme applicative. Tout à fait. C'est tout l'enjeu. Et chez Switch Energy, on a un ADN, j'allais dire, scientifique très fort, mais on aime dire qu'on fait pas de la science pour de la science et qu'on réfléchit vraiment à apporter des solutions. Le sujet sur lequel on travaille est quand même le sujet de la transition énergétique et du changement climatique. On est très 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 en retard, donc le temps est notre ennemi. Et en gros, donc ce qu'a découvert l'équipe de Lydia Bocquet, pour pouvoir capter de l'énergie osmotique, en fait, on essaie de faire comme une batterie, c'est-à-dire qu'on trie les ions positifs d'un côté, les ions négatifs de l'autre. Après, on a un système d'électrodes pour transformer ça en électrons. Et donc, pour faire ce tri entre l'eau douce et l'eau salée, il faut des membranes. Et de chaque côté de la membrane, on fait passer de l'eau douce et de l'eau salée. Et puis, il faut des membranes qui ont une propriété essentielle qui est d'être sélectives. C'est-à-dire que les deux flux veulent se mélanger. Et le principe de la membrane, dans ce qu'on fait nous, c'est de laisser passer que les ions négatifs ou que les ions positifs. C'est ce qu'on appelle la sélectivité. Et pour être sélective, les membranes qui existaient historiquement avaient un effet de tamis, un effet stérique classique, c'est-à-dire que on avait des pores ou des mailles de membrane extrêmement petits pour laisser passer que tel ou tel élément. C'est la passoire qui laisse passer l'eau et pas les pattes, en gros, quoi. Et du coup, moins de courant. Et du coup, le problème, c'est que ça sélectionnait très bien, mais pour pouvoir bien sélectionner, les ions circulaient très doucement. Pour ceux qui aiment les chiffres, les ordres de grandeur dans lesquels on travaillait sur ces membranes, donc ces anciennes membranes, on est sur l'angstrom ou le picomètre, quoi, 10 puissance moins 11, 10 puissance moins 12, quoi. Donc tout ça, c'est de l'infiniment petit. Ce que découvre l'IDRX, c'est qu'avec un nanotube, donc encore 10 puissance moins 9 pour ceux qui s'intéressent, donc c'est-à-dire quand même 100 à 1000 fois plus gros que les tailles des pores des membranes qui existaient auparavant, on peut être sélectif. Ce qui est contre-intuitif parce que ça veut dire en gros que le trou dans la membrane, il est beaucoup plus gros que l'élément lui-même qu'on veut ou pas laisser passer, quoi. Et pourquoi? Parce qu'à cette échelle, on est dans la nanotechnologie, cette échelle nano, il y a des phénomènes de surface qui s'appliquent, qui jouent et qui permettent cette sélectivité avec certains matériaux. Et la bonne nouvelle, c'est donc qu'on peut tout d'un coup être sélectif, mais accélérer la circulation des ions. On a beaucoup plus d'ions qui circulent beaucoup plus vite et donc un courant ionique beaucoup plus important et donc un courant beaucoup plus fort et une densité de puissance de la membrane beaucoup plus importante. Ça, c'est la rupture scientifique. Alors, je l'ai vulgarisé évidemment, mais à l'époque, quand on découvre ça, on est dans un laboratoire au microscope électronique avec un nanotube en nitrure de bore, enfin qui coûte le prix d'une fusée ou d'un diamant, j'en sais rien. Enfin, c'est de la science de paillasse comme on dit, quoi. Et c'est extraordinaire, mais on est très très loin de l'application. Et d'ailleurs, beaucoup d'industriels sont passés dans ce labo en se disant c'est génial, mais par contre, on se revoit dans 50 ans, quoi. Mes deux associés et moi, on a un background d'entrepreneur, etc. Et puis on aime bien faire les choses qui semblent impossibles. Donc on s'est dit, nous on va y aller. Comme on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de bande passante, donc on doit être très focus. Et on s'est lancé dans l'aventure pour développer un nouveau système osmotique qui mette en œuvre ce nouveau phénomène scientifique. C'est 5-6 ans de boulot pour valider le concept scientifique au labo. Évidemment, absolument pas comme on l'avait imaginé au début, parce que la science et le développement, c'est toujours... Donc ça, c'était la première étape. Voilà. En termes humains, justement, et en termes d'équipe, c'est combien de personnes? C'est quel type de profil? Comment on fait ça? Alors, pour faire ça, il faut des géotrouve-tout, il faut des docs, tu sais, comme dans Retour vers le futur, quoi, tu vois, il faut les hyper créatifs à ce moment-là, quoi. Et j'ai envie de dire que la rigueur est pas exactement le sujet numéro 1, il faut de l'hyper créatif et il faut des profils capables de mélanger différentes sciences et différentes approches scientifiques. Parce que des systèmes osmotiques, c'est de l'électrochimie de base au sein des membranes, mais c'est aussi de la fluidique, c'est aussi de l'hydraulique, c'est de la science des matériaux, enfin c'est beaucoup de choses. C'est de l'électricité évidemment. Ça rassemble beaucoup de compétences à ça. Et en général, quand on va vers les chercheurs très expérimentés, ils sont souvent très spécialisés. Et une des forces de Bruno, c'est d'avoir cette vision très très large. Et en fait, donc pour répondre à la question, ces 5 premières années de Switch, c'est 3 personnes chez Switch. C'est Bruno et 2 chercheurs, 2 jeunes chercheurs, électrochimistes, mais avec cette capacité à raisonner très très large, quoi. Et je crois que c'est Bruno d'ailleurs qui les a amenés dans cette façon de travailler.
C'est un long travail de commando en fait. Donc il faut aimer ça. Il faut surtout, et c'est toujours vrai aujourd'hui quand on fait de la recherche avec un objectif d'application rapide, il faut être capable de regarder dans tous les sens et ne pas avoir peur parfois de fermer des portes, même des portes sur des sujets sur lesquels on a travaillé pendant longtemps. Donc ça demande un peu de courage. C'est des profils de scientifiques un peu particuliers, pas forcément attachés à avoir raison, mais attachés à trouver et trouver vite. Parce que là, dans cette étape-là, il y a un objectif concret, j'allais dire de livrable. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, bien sûr. L'objectif, c'est à l'échelle du laboratoire d'avoir des petits systèmes. Alors les systèmes de quelques centimètres carrés, mais passer d'un nanotube à une membrane de 10 centimètres carrés, j'avais fait le calcul un jour, c'est multiplié par 10 puissance 9, 1 milliard, je crois, le système en fait, quoi. Donc le livrable, c'était un petit module qui montre la supériorité de la membrane. Et puis comme on est un peu maso chez Switch Energy, on s'était fixé un autre objectif, enfin 2 autres en l'occurrence, c'était d'avoir une membrane donc beaucoup plus puissante, mais aussi une membrane basée sur des biomatériaux, avec un raisonnement qui est de dire on va exploiter une source d'énergie propre avec un système propre. Et puis à la fin de la journée, ce qui compte, c'est d'avoir une perspective de technologie bas coût, et je pourrais y revenir. Et pour ça, il fallait tout de suite raisonner sur des matériaux pas chers, quoi. Donc on avait, on va dire, ces 3 critères. Et donc c'est 5 ans de boulot pour mettre au point cette membrane, avec évidemment des moments de grande euphorie et des moments de doute intenses, on va dire. Mais quelque part, c'est pour ce type de scientifique dont je parlais tout à l'heure, c'est extrêmement fun en fait comme moment, quoi. Voilà. Et puis c'est un beau sujet, quoi. Hein, c'est de faire de l'énergie à très grande échelle, etc. Donc on arrive à s'engager assez facilement sur ces thèmes-là, quoi. Et donc là, dans cette étape-là, qui a duré 5 ans, hein, c'est ça. Ils étaient 3. Ouais. Et avec ces objectifs-là, comment parce que comme c'est un projet entrepreneurial, à ce moment-là, c'est plus un projet de recherche fondamentale, comment on finance ces étapes-là? D'abord, les fondateurs mettent un peu d'argent sur la table. Et puis, assez rapidement, on a fait rentrer 2 fonds de venture dans le tour de table, Go Capital et Demeter, qui ont mis un peu d'argent à l'époque pour voir, on va dire. Hein. Et puis, et c'est toujours vrai aujourd'hui, dans ce genre de métier où on développe du hardware sur des temps longs, etc., on a dès le début cherché à mobiliser des financements publics, subventions, etc., français, européens, avec un certain succès. Hein. Switch Energy a gagné les concours d'innovation, les financements européens, etc. Et donc voilà, c'est un mélange des deux. Et très tôt, on sait que l'argent n'est pas en soi un objectif, mais est l'outil indispensable pour faire avancer un projet comme ça. Enfin, ça a duré 5 ans pour vous, mais ça aurait pu durer plus longtemps. Ouais, ça aurait pu durer plus longtemps. Alors, je crois que ce qui est important, d'ailleurs, Bruno, il dit souvent, ou je sais plus, je crois qu'il l'avait écrit d'ailleurs, sur la porte de son bureau, il avait écrit « Ici, on ne cherche pas, on trouve ». Et je pense que c'est vraiment une logique de se dire oui, on est dans l'inexploré, on est dans la nouveauté, on a confiance en la science. Quelque part, on a ce mantra de physics is the law, quoi. Hein. Tant qu'il n'y a pas de platane, qu'on se prend pas un platane, qui est un peu le truc qui nous dit c'est bon, on peut plus avancer, on continue à avancer, etc. Mais il faut raisonner en se disant, à un moment, on cherche à atteindre tels objectifs. Et après, on continuera à aller plus loin, mais on fera déjà un cut à ce moment-là. Et c'est très important parce que forcément, les scientifiques qui travaillent avec nous aiment forcément aller chercher l'inconnu, aiment comprendre. Et il faut trouver la bonne balance parce que souvent, il faut accepter de mettre en œuvre des choses qu'on comprend pas complètement, mais qu'on arrive à reproduire. Parce que sinon, ça peut durer pour toujours, quoi. Mais je crois que une des très grandes forces de Switch Energy, c'est d'être un mélange de scientifiques et d'entrepreneurs qui ont une vision très rationnelle du projet, quoi. Ouais, une vision applicative, du coup. Très applicative. Ouais. Passé cette première étape, vous êtes rentré dans une deuxième phase. Voilà. Donc, il y a à peu près 3 ans maintenant, on a enclenché le 2e étage de la fusée, comme on dit, qui est la mise à l'échelle industrielle de cette technologie. Alors là, concrètement, ce que ça veut dire, c'est d'abord, moi j'étais un des cofondateurs, mais j'étais pas actif dans la société auparavant. C'est à ce moment-là où j'ai pris la direction générale de Switch Energy. Et Bruno s'est concentré sur la science. Et on a fait en fait ce que font beaucoup de sociétés comme la nôtre, d'ailleurs souvent financées par du venture, où à côté, on va dire, du scientifique ou du fondateur, plein d'idées, il faut aussi du management, de l'organisation, etc. Et donc, plutôt
plutôt qu'on nous impose ça, on l'a fait nous-mêmes chez Switch Energy. Enfin, c'était très naturel, c'était quelque chose qu'on avait en tête de toute façon depuis longtemps. Donc, je suis venu prendre la direction générale de la société et avec comme objectif de déployer le plus rapidement possible les premiers sites d'exploitation d'énergie osmotique. Encore une fois, on est sur une nouvelle technologie industrielle, donc les temps sont longs, on teste, on fabrique, on met au point du hardware. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Switch dans cette phase? On fait 3 choses. D'abord, on continue à faire avancer la technologie et la science. Ça veut dire que vous déposez encore des brevets? Ouais, tout à fait. Ouais, on a dû déposer 3 brevets l'année dernière, 3 familles de brevets. On va faire au moins ça cette année, parce que au fur et à mesure qu'on monte à l'échelle de la technologie, on est confronté à des nouveaux sujets, donc on est en permanence en train d'innover. Et au passage, même si cette membrane qu'on a mis au point est le cœur du système, avec une membrane ultra performante, on a aussi besoin d'améliorer tout l'entourage, parce que sinon c'est comme si je mettais un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, quoi. Donc l'innovation, elle est partout, quoi, en fait, chez Switch Energy, et elle est permanente. Au passage, le domaine scientifique qu'on met en œuvre, il est complètement nouveau, il intéresse beaucoup de monde, et on a une croyance forte chez Switch, c'est que bon, les brevets, c'est très bien, mais c'est l'innovation permanente, continuer à rester en avance, qui est essentiel. Donc, on continue évidemment la R&D, c'est au cœur de l'ADN de la société, mais en même temps, on prévoit un outil industriel pour fabriquer à grande échelle et à bas coût nos générateurs osmotiques. Si je voulais faire de la punchline, Switch Energy, c'est high science, low engineering, quoi. C'est-à-dire que c'est de la science extrêmement novatrice, qui est très excitant, hein. Quand on aime la technologie, j'en parlais au début, c'est extrêmement rare d'avoir un champ scientifique tout nouveau comme ça pour jouer, quoi. Donc ça, c'est très très excitant. Low engineering, et j'aime pas tellement le terme parce que le low, ça peut sembler dégradant, mais au contraire, c'est cette idée de dire transformons quelque chose de profondément puissant, scientifiquement révolutionnaire en une solution industrielle, pas chère à fabriquer, facile à maintenir, facilement déployable, etc. Et ça, c'est aussi difficile que la première phase. Comme dit le gourou de la deep tech Elon Musk aujourd'hui, the machine to make the machine, this is where the problem lies. Okay, le process industriel, la supply chain, le fonctionnement de la fabrication en très grande série des générateurs, c'est une autre forme de complexité, mais ça n'est pas moins complexe ou moins difficile que cette phase de R&D de prototypage. Ce qui veut dire, en fait, c'est de la technologie, on comprend, de pointe et de la haute technologie, mais par contre, du coup, vous aurez un impact aussi pour fabriquer, en fait, qui sera en termes environnemental plus faible. Bien sûr. C'est l'objectif aussi. En fait, notre objectif, c'est de déployer vite avec une technologie qui coche toutes les cases de ce que doit être la prochaine génération d'énergie renouvelable. Notre moyen de le faire, c'est de mettre en œuvre une nouvelle science. Notre outil, c'est un processus industriel qui permet de fabriquer ça à très grande échelle, pas cher, de façon friendly avec l'environnement, etc. Et c'est un boulot de dingue. Et d'ailleurs, chez Switch Energy, on est dans ces phases où on a de la recherche, on a de l'ingénierie, enfin de l'industrialisation. On a, comme toutes les boîtes, comme on est une 50aine chez Switch aujourd'hui, on a les tensions qui peuvent exister entre la recherche qui trouve que on fait trop d'indus et l'indus qui trouve que c'est trop innovant, etc. Mais ce qui est classique dans des boîtes comme les nôtres, c'est une tension saine d'ailleurs, hein. Et ce n'est d'ailleurs pas 2 silos séparés, c'est un seul projet chez Switch Energy, mais un de nos gros enjeux, c'est d'intégrer des équipes avec des profils très différents, pour y revenir, d'autant plus que on a un 3e pied chez Switch qui est de développer les projets où on va installer les générateurs osmotiques, parce qu'on intègre verticalement de la R&D, la fabrication des générateurs et le déploiement des projets dans les deltas ou dans les estuaires. Alors cette dernière partie-là, on l'a fait en partenariat avec des grands industriels. On travaille avec la Compagnie nationale du Rhône, qui est une filiale d'Engie et de la Caisse des dépôts. On travaille avec EDF. On est en train de monter des partenariats avec des grands groupes industriels dans d'autres régions du monde, en Amérique du Nord et en Asie, pour déployer l'énergie osmotique. Mais en gros, comme on intègre verticalement, c'est assez vertigineux en réalité, quoi, hein, parce que c'est beaucoup de profils différents sur un projet. Après, ma croyance, c'est qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'intégrer aujourd'hui parce qu'on est les champions de l'énergie osmotique, qui est une filière totalement émergente, et c'est à nous de démontrer sur toute la ligne que ça marche. Mon rêve, mon souhait et ma vision, c'est que c'est toute une filière qui va se développer avec beaucoup d'acteurs qui vont venir se compléter autour de nous, quoi. Donc l'étape de l'entreprise, c'est qu'il y a à la fois cette équipe R&D qui continue à développer la technologie, à la fois une équipe qui est là pour construire les générateurs, et en même temps travailler sur l'implantation des premières unités de production, et même travailler sur le développement international. Tout à fait. Donc tout ça à 50 personnes.
Je rajouterais qu'il faut financer tout ça, donc ça demande du temps, et qu'il faut créer un cadre réglementaire en Europe, en France et dans tous les pays où on veut aller, ce qui prend aussi beaucoup de temps, quoi. C'est un marché sur lequel vous avez des compétiteurs? Il y a quelques sociétés qui travaillent sur le sujet énergie osmotique, mais avec des approches plutôt anciennes. Donc, à ce sens-là, ce sont des compétiteurs puisqu'ils travaillent sur le sujet énergie osmotique. À ce stade, on n'a aucune entreprise qui maîtrise la diffusion nano-osmotique, notre champ scientifique comme nous. Par contre, il y a énormément de travaux académiques. Les publications scientifiques sur le sujet ont dû être multipliées par 10 sur les 5 dernières années. Et évidemment, une source d'énergie aussi extraordinaire intéresse énormément partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord, etc. Il y a beaucoup de travaux dessus et cette approche nanofluidique qu'on met en œuvre, les travaux de Lydia Bocquet dont je parlais tout à l'heure, quelque part ont été une révolution. Mais à ma connaissance, mais je regarde bien, donc je pense pas me tromper, on est les seuls aujourd'hui dans le monde à maîtriser cette technologie à un niveau que je vais qualifier de pré-industriel. On est les seuls à la maîtriser à ce niveau-là, mais je pense qu'il va y avoir du monde. Et d'ailleurs, je souhaite qu'il y ait du monde en réalité, quoi. Pour développer une industrie, une filière industrielle. Je pense que même si j'ai beaucoup d'ambition et j'ai beaucoup de confiance en notre équipe, j'attends qu'il y ait du monde sur le secteur, quoi. Donc là, en tout cas, on comprend que vous êtes vraiment des pionniers, en tout cas, et que vous ouvrez ce marché. Et enfin, même s'il y avait des acteurs présents, mais en tout cas, cette nouvelle étape aussi pour cette technologie. En termes justement de métier, pour réussir en fait les étapes là dans lesquelles vous êtes actuellement, et puis on parlera après des étapes futures, quels sont les métiers que vous avez dû construire, faire émerger, et donc quelles sont les compétences que vous avez dû construire et faire émerger au sein de l'entreprise? La première chose, on s'appuie sur des profils pour la partie recherche, ingénieur, physico-chimie, etc. Mais comme je l'évoquais, on est sur un champ scientifique qui est totalement nouveau, quoi. Et donc, on a dû et on doit finalement former nous-mêmes les gens qui nous rejoignent, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des techniciens, même des opérateurs sur certains types d'équipements, sur cette science qu'on met en œuvre et sur les matériaux qu'on utilise. Parce qu'on est aussi en pointe sur l'utilisation de certains biomatériaux. Et donc, on construit un champ scientifique. Donc la première chose, c'est que on est condamné finalement à nous-mêmes, j'allais dire, éduquer les gens qui nous rejoignent sur ce champ scientifique. Ce qui est d'ailleurs pas toujours évident, parce que on est aussi pris dans une course contre la montre pour avancer, mais il faut aussi prendre ce temps de pédagogie, d'explication, etc., quoi. Et on a aussi on est confronté au sujet d'une boîte qui grandit relativement rapidement et on doit apprendre, on doit nous-mêmes créer notre discipline pour partager ce savoir-faire ou ce savoir tout simplement autour de cette nouvelle science. Donc les gens qui nous rejoignent ont des profils assez classiques, mais doivent faire un pas pour se mettre à jour sur une science qui est totalement nouvelle et qui grandit, quoi. Après, l'autre gros sujet pour nous depuis un an et demi, c'est la partie industrialisation, quoi. On ne peut pas aujourd'hui prétendre, imaginer, développer à grande échelle une filière énergie osmotique sans s'appuyer sur l'automatisation et la digitalisation. Un générateur osmotique, c'est comme un électrolyseur, c'est-à-dire que je parle de membranes depuis tout à l'heure, c'est pas des membranes au milieu de la rivière, quoi. Ce sont des boîtes dans lesquelles on a des membranes qui sont compactées les unes sur les autres, un peu comme des électrolyseurs, donc. Et donc c'est un travail d'assemblage qui n'est pas en soi complexe, mais qui requiert de la précision, quoi. Et puis avec des volumes très importants, quoi. On parle de centaines, de milliers, de millions de mètres carrés de membranes qui sont compactés dans les systèmes. Ça ne peut fonctionner, on ne peut monter à l'échelle qu'avec de l'automatisation. Alors donc, concrètement, ça veut dire quoi l'automatisation? L'automatisation, c'est-à-dire que si vous prenez un générateur osmotique dans lequel vous avez, on va dire, 1000 ou 2000 couches de membranes, c'est des robots qui viennent attraper des membranes. Alors il y a toute une complexité de préhension, etc., puisqu'il faut attraper des matériaux qui viennent les positionner de façon très précise les unes à côté des autres, et on est sur le dixième de millimètre de précision parce qu'il y a de l'eau qui circule là-dedans, donc il y a des sujets évidemment d'étanchéité et tout, etc. Donc tout doit être fait très précisément avec des composants qui s'assemblent, etc. Donc cet empilement-là, finalement, il nécessite d'être automatisé pour deux raisons. Une raison de vitesse. Quand c'est fait à la main, on le fait actuellement. On commence à automatiser, mais comme dans la mise au point, on peut pas. L'automatisation, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on voudrait automatiser rapidement, mais automatiser trop tôt,
C'est un peu dommage tant qu'on n'a pas bien calé exactement le process qu'on veut faire, parce que parfois sinon on passe du temps à automatiser des choses qui seront pas utiles ou qui sont à côté de ce qu'on veut faire. Donc c'est bon. Mais en même temps, il faut l'anticiper très tôt aussi. Donc et puis c'est un sujet de qualité, quoi. On a beau être très intelligents nous les humains, à un moment quand il s'agit d'empiler, à un moment on fatigue et ça pose des sujets de qualité. Donc l'automatisation est critique. Pourquoi elle est critique? Parce que aujourd'hui, l'intérêt de l'énergie osmotique, c'est de faire des sites de production d'énergie flexibles et décentralisés. Et donc, pouvoir les commander, la flexibilité, c'est pouvoir dire je veux produire en permanence ou je veux produire qu'à ce moment-là, etc. Donc, il faut pouvoir les commander à distance. Et les décentraliser, à la fin de la journée, c'est des questions de coûts. Pouvoir commander à distance des sites, c'est aussi réduire des coûts, quoi. Donc ça nous semble être des éléments importants. On gère aussi des flux d'eau naturels, donc pouvoir les comprendre, les modéliser. La digitalisation, elle est aussi importante dans la recherche. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Il y a une espèce de... je trouve, je suis pas scientifique moi-même, donc je peux en parler, mais je trouve que la relation des chercheurs, je parle évidemment pas de ceux qui font de l'intelligence artificielle toute la journée, mais du chercheur avec la digitalisation, etc., est toujours assez ambiguë. C'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde sait bien que ce sont des vrais outils qui peuvent permettre d'accélérer, de faire plus loin. D'avoir besoin de données. Exactement, et on gère de plus en plus de données, on peut itérer plus rapidement, etc. On peut améliorer des modèles, etc. Donc, dans une perspective de speed research, c'est vraiment extraordinaire. Il reste, je trouve, petite pique pour mes amis scientifiques avec qui je passe mes journées, donc non, il reste toujours cette idée de est-ce que la machine peut faire mieux que mon cerveau? C'est toujours un petit peu déstabilisant de se dire ça. Cette idée que si la machine fait tout, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je suis pas en train de dire que c'est, mais ça existe toujours. Et je trouve qu'en France, en tout cas, les jeunes chercheurs dans des domaines comme dont je parlais tout à l'heure sont pas très digital native, j'ai envie de dire. Alors ça, ou pas très, c'est pas leur ADN. Or, je pense, et moi, c'est un combat que j'ai vu dans d'autres boîtes que j'ai eu l'occasion de développer. Je pense que toutes ces technologies qui existent aujourd'hui ne vont absolument pas remplacer tous ces brillants chercheurs scientifiques, mais vont les mettre au carré ou au cube, quoi, tu vois. Et ça, quand c'est bien fait, c'est hyper puissant, quoi. Et du coup, au sein de l'entreprise, justement, constatant que cette culture n'est pas là, comment vous le transformez au sein de Switch? Alors, elle est un peu là quand même, notamment parce qu'un de mes associés, Pascal, pour le coup, lui a fortement cette culture-là. Mais par contre, là, actuellement, chez Switch, on est en train on fait rentrer à ce stade, c'est un flying DSI, mais qui est en train de prendre le projet en main. Et c'est un de nos grands projets pour cette année et l'année prochaine, qui est vraiment de former, d'amener les outils progressivement pour changer ça. Donc on investit massivement sur ce sujet-là, au même titre que je l'ai pas évoqué, mais un des grands objectifs de Switch Energy cette année, c'est de démarrer le premier site sur le Rhône, qui sera vraiment le démonstrateur. Mais au-delà du site lui-même, sur l'aspect contrôle-commande digital, on est en train de s'associer avec un des plus grands acteurs de la planète sur ce thème-là, pour tout de suite intégrer ces dimensions digitales dans l'exploitation et l'opération de nos sites, quoi. Et donc, du coup, vous avez d'un côté la partie robotique, donc ça veut dire que vous fabriquez vos robots. On fait fabriquer. Vous faites fabriquer des robots spécifiquement pour Switch. Ouais, parce que l'autre logique d'une société comme la nôtre, on voit bien que c'est vertigineux tout ce qu'on a à faire, quoi. Et donc, ce que les autres ont à faire, on va le faire nous-mêmes, quoi. Un petit peu, c'est aussi un sujet qui est pas évident dans des boîtes comme la nôtre, où je sais pas si on est une start-up, en tout cas on l'a été, bon. Et souvent dans ces environnements-là, on est assez jaloux de ce qu'on sait faire, souvent pour des bonnes raisons. Il y a aussi des raisons de protection de propriété intellectuelle, de savoir-faire, etc. Et puis on a souvent des esprits brillants, faut bien le dire, et tant mieux. Donc on a peu le réflexe du je vais le faire moi-même, quoi. Et je pense que c'est assez mortel pour les sociétés comme la nôtre de raisonner comme ça. C'est très bien dans les toutes premières années en général, parce qu'on a peu de moyens, etc. Il faut être débrouillard. Et moi j'encourage à être malin avec tout, etc. Mais à un moment, vouloir refaire ce que les autres font mieux que nous, c'est du temps perdu et on peut pas être bon, on peut pas être le meilleur à tout. Donc, typiquement, quand on veut mettre au point des outils ou des équipements robotiques, il y a des gens qui font ça très très bien, quoi. Quand on veut développer des projets d'énergie sur un fleuve où c'est de l'infrastructure, etc., si on va travailler avec les EDF & Co, c'est parce qu'ils savent faire beaucoup de choses bien mieux que nous, quoi. Et que nous, il y a un truc qu'on sait très bien faire, c'est faire des générateurs osmotiques hyper puissants, etc. On veut comprendre tout ce qui se passe autour, mais on a déjà suffisamment à faire dans notre partie. Donc moi, je suis très très adepte du raisonnement de la network company. Je fais encore un anglicisme, mais de dire allons chercher ceux qui savent faire et puis on se toute la partie partenariat
alliance. Tout à fait. Ouais. Et du coup, le deuxième volet, c'est en effet cet aspect digital que vous commencez à investir. Ça veut dire que là, vous serez une bonne démonstration de ce que sont les BNIC, biotech, nanotech, information, les sciences cognitives. On est partout. Non, mais même les sciences cognitives, on va y arriver. Donc, je le rappelle, c'est vraiment la vague d'innovation des métiers du futur est portée par les BNIC et notamment la transversalité entre ces différentes sciences qui en fait ouvrent aujourd'hui des champs applicatifs très importants d'innovation. En termes de métiers, concrètement aujourd'hui, quels sont les métiers sur lesquels vous avez besoin d'acquérir des talents et justement quel type de talents vous cherchez à faire émerger autour des métiers pour réussir cette nouvelle étape? On va reboucler sur les 3 pieds dont je parlais tout à l'heure. Dans la recherche, un des enjeux pour nous, c'est d'amener de la seniorité et du management de R&D, parce qu'en gros, on a des gens malins, etc., mais au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on s'inscrit par ailleurs dans une roadmap de plus en plus industrielle, on a besoin de structurer ce qu'on fait, on parle pas d'héros, mais de continuer à structurer nos efforts de R&D. Mais on reste aussi très très ouvert, du plus junior, mais avec du bon cerveau. Et en permanence, nous, ce qu'on cherche, c'est de la créativité, quoi. La créativité et cette vision à 360. Donc, on regarde énormément, évidemment, l'expertise technique, scientifique des gens qu'on recrute. Les soft skills sont essentiels pour nous. Un projet comme celui de Switch Energy où en gros on est des pionniers comme tu le disais tout à l'heure, mais on cherche des problèmes solvers. Moi j'aime bien dire qu'il y a une part de jeu dans ce qu'on fait, quoi. Il faut aimer jouer, quoi. Mais le jeu c'est sérieux, hein. Ce qu'on fait est très sérieux, etc. Mais il faut aimer jouer, il faut aimer prendre des risques, il faut aimer se dire ok puisque vous n'avez pas fait, moi je vais y aller, etc. C'est vraiment dans la R&D, c'est ça les profils qu'on cherche. Dans l'indus, on cherche aussi des problèmes solvers parce qu'on a tout à inventer. Nous, on met au point quand on fait nos membranes, les process de fabrication de nos membranes, on travaille avec des partenaires, mais on est impliqué complètement dans ces process-là. Et encore une fois, c'est d'autres types de challenges, mais c'est beaucoup de challenges et beaucoup de complexité, d'autant plus qu'on a une vision de baisser très très vite les prix, quoi. Donc là, on cherche ceux qui comprennent l'industrie finement. Donc là, on cherche vraiment de la seniorité. On y arrive plutôt pas mal d'ailleurs sur cette partie-là. Le projet de Switch est assez attirant, attractif, oui, pour ça. Attractif. La boîte est bien financée, ce qui est aussi un élément de réassurance pour des profils plus seniors pour rejoindre une société comme la nôtre. Donc, mais on cherche des ingénieurs procédés, des ingénieurs industrialisation. On va de plus en plus chercher des responsables de production et puis des opérateurs. Et je pense que c'est aussi ça, hein. C'est pas que des Bac+5, Switch Energy ou Bac+10, c'est aussi des opérateurs. Et nous, on est basé en Bretagne. On s'inscrit aussi dans un raisonnement avec le territoire sur comment on développe les premières usines en Bretagne. Après, on verra les suivantes où elles seront. Mais il y a Switch Energy, c'est pas non plus que des PhD. Hein, et puis sur la partie projet, on cherche alors des profils des ingénieurs hydro, des ingénieurs traitement d'eau, parce qu'on a des sujets d'amener d'eau et dans nos systèmes. Pas facile là pour le coup. On voit un petit peu de complexité à aller chercher. On trouve des gens mais avec de l'expérience, ça nous prend un peu de temps. Au passage, on développe une nouvelle filière industrielle avec une vision globale. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on aura un bureau aux États-Unis qui ouvre d'ici quelques mois. Là, on vient de signer un préaccord avec un gros groupe industriel japonais. Donc, même si on a une bande passante limitée, notre terrain de jeu s'appelle, ça veut dire qu'on cherche tout type de culture, d'origine. Notre langue de travail est en train de migrer du français vers l'anglais, même si on cherche à créer une société globale, basée ici en Europe, une société globale. Et puis dernier point, dans nos métiers, on manque de femmes, donc il faut le dire. Donc ces femmes sont sous-représentées dans ces métiers d'industrie à tous les niveaux. Chez Switch Energy, on a presque à peu près un tiers de nos équipes qui sont des femmes, ce qui est plutôt une fourchette haute dans une société comme la nôtre. Mais on souffre aussi de manquer de femmes dans les positions plus seniors. Et donc on voit bien ces mécanismes qu'on voit dans beaucoup de boîtes où certes on a des femmes mais qui sont souvent cantonnées dans fonction de support, etc. Donc je pense que après, voilà, à l'impossible nul n'est tenu. Hein, donc à un moment, nous on fait avancer un projet, mais c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, non pas parce que ça fait bien, mais parce que enfin, moi, j'ai une conviction immense et je l'ai expérimenté dans d'autres sociétés que j'ai pu construire que la diversité de genre, d'origine, de raisonnement, etc. est ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, je vais encore enfoncer sûrement des portes ouvertes pour toi, mais le seul asset de Switch Energy, ce sont nos équipes, quoi. Ce sont les cerveaux. Même si c'est génial, cette science, on a une super mission, etc. Mais ce qui fait que Switch Energy, c'est l'équipe. Et je considère que moi, mon métier, ma première activité consiste à partager une vision avec des gens bien meilleurs que moi dans leur domaine d'expertise et les amener dans le projet. Pour moi, c'est ma première responsabilité.
Parce que moi, je sais pas faire grand-chose tout seul, quoi. C'est vrai qu'il y a cette étude qui est parue sur notamment les femmes ingénieures et sur le fait que le plan de réindustrialisation en France pourrait échouer par manque de femmes ingénieures aujourd'hui. Du coup, ça veut dire qu'on a un déficit d'ingénieurs. Est-ce que cette compétition qu'il y a sur le talent ingénieur, comment vous la ressentez? Comment vous la travaillez? Il y a une compétition. Aujourd'hui, d'abord, un élément de contexte, notamment pour la partie R&D pure, il y a une immense compétition. Le secteur hydrogène a d'abord avalé beaucoup de monde, ça commence à changer un petit peu. La relance du programme nucléaire aujourd'hui mobilise énormément, des fuel cells, etc. aussi. Donc, il y a énormément de compétition. Nous, on la ressent beaucoup sur la partie R&D. Nos ingénieurs sont chassés en permanence. Les niveaux de rémunération montent très fortement. Donc, on est obligé de s'aligner sur le marché. Donc ça, c'est une réalité qu'on voit aujourd'hui, qui n'est pas le sujet des hommes et des femmes. C'est juste une réalité générale. Compétition extrêmement forte sur le talent. Grosse compétition. Un peu moins vrai, si je remonte dans la chaîne sur la partie Indus. C'est-à-dire que je pense que la réindustrialisation de la France prend du temps en réalité. Donc là-dessus, on arrive à tirer, je crois, des très très bons profils. Et puis encore une fois, je pense qu'on a un projet qui est porteur et attracteur. Et puis il y a des industriels français qui ont des talents, enfin pas qu'en France d'ailleurs, hein, mais on a un vivier de talents important sur cette. Tout à fait. Donc ça, je pense que ça marche bien. Et après, mais voilà, nous sur la R&D, il y a vraiment de la grosse tension. Alors, on s'adapte. D'abord, on s'assure de retenir nos équipes, et sachant que la réalité aussi est que une génération de chercheurs plus jeunes et plus je dirais pas qu'ils sont moins loyaux parce que je suis pas sûr que c'est là-dessus qu'il fasse juger le truc, mais en tout cas est beaucoup plus mobile que ce qu'on pouvait connaître il y a 5, 10, 15 ans. Donc c'est une complexité en fait, quoi. Mais même si encore une fois, la réalité quand même de tous les jours, c'est qu'on a une équipe qui est facilement hyper engagée dans le projet. Et puis, on démultiplie. Nous, on va chercher, on va se faire connaître auprès des écoles qui nous intéressent particulièrement. On fait travailler des cabinets de chasse sur les profils les plus critiques. Mais c'est un vrai combat. Enfin, de mon point de vue, c'est une des plus grosses difficultés auxquelles on a à faire face aujourd'hui. Quand je regarde les risques de Switch Energy pour les 2-3 ans qui viennent, pour moi, je pense que le sujet de continuer à maintenir une R&D très en avance et puis d'élargir le champ de la R&D, c'est un sujet à cause de ce problème de recrutement, quoi. Est-ce que ça va transformer concrètement quelques métiers? J'avais en tête sur la gestion des déchets, la durabilité, les énergies renouvelables, les logiciels environnement. Est-ce qu'il y a des métiers nouveaux qui émergent? Alors oui, je vais donner un exemple. Nos membranes, elles sont fabriquées avec à partir d'un biomatériau qui est très 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 largement utilisé dans d'autres industries, qui sont plutôt des industries déclinantes. Et là, clairement, c'est une opportunité de recréer, de reshaper un outil industriel avec quand même ce qu'on fait nous en termes de valeur ajoutée, de technicalité, quelques crans au-dessus, mais on peut s'appuyer dessus. Et donc, ça doit permettre, et on a des discussions aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs de cette industrie qui est plutôt déclinante, en recréant de la formation, en recomplexifiant un certain nombre de procédés, mais tout en s'appuyant sur des choses très connues, de faire émerger une industrie autour de ces biomatériaux. Donc ça, c'est un sujet très clair pour nous. Pour le coup, on se rapproche plus de métiers qui existent déjà, mais d'une manière générale, on s'inscrit dans un sujet de réindustrialisation de la France et de l'Europe, quoi. Donc là, je pense que là-dessus, on va participer à ça. Et puis après, il y a des métiers pour revenir un peu à la base de ce qu'est Switch Energy. La Blue Energy, l'énergie osmotique, c'est l'énergie du sel. Il faut de l'eau douce et de l'eau salée, mais l'énergie, c'est les ions, et les ions, c'est le sel, quoi. Et en fait, toute la salinité des mers, la salinité des fleuves est un champ à peu près inconnu. Le Rhône, sur lequel on travaille, qui est le plus grand fleuve de France, dans lequel on a un coin salin, c'est-à-dire qu'on a au fond du Rhône, il y a 6-7 mètres de profondeur dans le Rhône, et puis il y a une couche de 3-4 mètres d'eau salée, avec une coupure nette. On le connaît à peine. Il y a un capteur au niveau de Arles, de mémoire, parce que après ça peut avoir un impact sur l'irrigation, mais on connaît assez peu. Donc nous, on a toute une industrie à développer autour de la connaissance de la salinité des océans, des estuaires, et ça, pour le coup, c'est totalement nouveau, quoi. Merci.
Merci Nicolas. Donc on comprend qu'aujourd'hui, ces champs et ces technologies ouvrent tout un champ de transformation et d'émergence de nouvelles compétences pour exploiter le plein potentiel de ces énergies et font évoluer et transforment les différents métiers et que ça permet aussi, comme tu disais, de reshaper, c'est-à-dire comment on redonne de la valeur aujourd'hui aussi à tout un ensemble de métiers et de l'employabilité et de l'inscrire dans une forme de régénération aujourd'hui des compétences et de la valeur qui y est associée. Merci pour cet échange. C'était French Talent Studio sur les métiers du futur. Merci.